Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti encore pour une vidéo, mais aujourd'hui vidéo un peu particulière, car imprévue, mais elle tombe à pic concernant notre sujet en philosophie politique, concernant la méthodologie de Louis Dumont. Vidéo courte, mais elle sera éclairante, je n'en doute pas. Il va s'agir de présenter un court passage de Raymond Aron et de son livre 18 leçons sur la société industrielle de 1962. Donc c'est le premier livre d'une trilogie qui comprend la lutte des classes, ça c'est le second volume en 1964, et Démocratie et totalitarisme de 1965. Ensemble de livres dans lesquels il réfléchit à ce qu'est la sociologie, sa différence ou ses points communs avec la philosophie, l'économie, la politique, etc. Et surtout, il va chercher à caractériser ce que sont les sociétés industrielles, comme son nom l'indique. Et en fait, c'était un ensemble de leçons qu'il a données à la Sorbonne. Et par ailleurs, je tiens à vous dire que si jamais vous tombez sur Introduction à la philosophie politique, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez le lire, c'est vraiment très intéressant, très simple, très facile d'accès, mais en même temps très profond. Donc, concernant les 18 leçons sur la société industrielle, je parlerai du premier cours, c'est-à-dire le premier chapitre, dans lequel il caractérise la sociologie, ce qui nous intéresse tout particulièrement. Rappelez-vous, nous avons vu avec Louis Dumont la subtilité, si ce n'est la difficulté, à caractériser la démarche de Louis Dumont. Est-il sociologue? Est-il anthropologue? Peut-être un peu des deux ou entre les deux, anthropologue sociologue ou sociologue anthropologue. Car il examine une société particulière, mais ensuite il compare deux sociétés entre elles, tout en maintenant, rappelez-vous, une exigence de comparaison radicale. Et pour approcher un peu plus ce que signifie la démarche sociologique, Raymond Aron est éclairant. Immense philosophe, immense pédagogue. Si jamais vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très simple, très facile d'accès, et en même temps très profond. Il a ce don de simplifier, de synthétiser, de présenter vraiment une pensée qui est vaste, mais très simplement. Donc, si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas, même si c'est juste un chapitre, même si juste vous le feuilletez, plongez-y vous, sans hésitation. Donc, là, regardez en l'occurrence, c'est juste le premier chapitre. Moi-même, là, j'ai commencé, je profitais du soleil dans le jardin, en lisant Raymond Aron, ça fait longtemps que je voulais les lire, et j'ai fait waouh, c'est en lien exactement avec Louis Dumont, il faut que je vous le partage. C'est pourquoi cette vidéo. Alors, Raymond Aron rappelle ceci, que le sociologue est toujours partial et toujours partiel. Citation, « Ils étudient une partie de la réalité en prétendant étudier le tout. » Voyez, le problème de la sociologie, c'est donc de prétendre définir toute la société à partir d'une sphère particulière. Ou bien tout est économique, ou bien tout est social. En fait, le sociologue est au plus vrai lorsqu'il a conscience que l'interprétation qu'il délivre n'est qu'une interprétation possible. Vous voyez, le problème avec le sociologue, c'est qu'il veut tout définir à partir d'un schéma de pensée. À partir d'une sphère de la société, il va détacher une sphère, il va dire « cette sphère est déterminante ». Mais en fait, toutes les sphères interagissent. Citation. « Lorsque l'on confronte différentes sortes de sociétés, on ne peut pas formuler au nom de la science des jugements catégoriques. » Ce mot nous intéresse tout particulièrement, jugement catégorique. C'est-à-dire des jugements absolus, définitifs, sans équivoque. C'est la seule interprétation possible. Donc, la sociologie se propose en fait, selon Raymond Aron, 3 objectifs. Premièrement, définition du social, ce qu'il appelle définition du social. C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise une société? C'est une tentative de définition générale. Ok, c'est quoi une société?
Ensuite, détermination des caractères propres de chaque structure ou de toutes les structures sociales. C'est-à-dire, comment telle société se caractérise. Qu'est-ce qui compose telle société particulière? Quelles sont les sphères de cette société-là en particulier? Et comment elle s'organise? Et enfin, troisièmement, la dimension historique. Essayer d'organiser la diversité des sociétés. Comprendre pourquoi telle société plutôt qu'une autre, mais quels liens elles ont les unes par rapport aux autres. Voilà la dimension comparative. Et voilà où on rejoint, en fait, ce qu'on avait dit par rapport à Louis Dumont. Ce qu'on avait commencé à dire par rapport à Louis Dumont. C'est-à-dire que c'est bien contre cette dimension comparative, interprétative, que Louis Dumont nous mettait en garde. Attention à la comparaison. Ok, si on reprend les 3 objectifs selon Raymond Aron, ok, définition du social. Voilà, les chercheurs essayent de définir c'est quoi la société, c'est quoi toute société. Attention, déjà là, quand vous cherchez à définir toutes les sociétés, quels sont vos critères? Est-ce que on peut définir toutes les sociétés de la même façon? Certes, c'est le but, mais est-ce que c'est possible? Et ensuite, attention, lorsque vous comparez, ok, vous avez analysé une société, ok, vous avez analysé une autre société, mais lorsque vous les mettez ensemble, attention à vos hiérarchisations. Attention à vos grilles de lecture. Pourquoi telle société serait-elle au-dessus d'une autre ou pas? Quels sont les points communs? Quels sont les points absolument différents? Vous voyez? Attention aux critères qu'on utilise. Parce que lorsque on va ensuite comparer, on va les comparer à partir du critère qu'on a utilisé. Donc, ce sera partiel et partial. Voilà ce que j'ai trouvé éclairant avec Raymond Aron, c'est-à-dire il formalise le travail du sociologue. En mettant en avant, j'ai trouvé ce que Louis Dumont voulait mettre en évidence aussi. Donc avoir 2 points de vue, 2 manières de dire, ça peut être intéressant. Ça peut être plus éclairant. Comme le dit Raymond Aron, être enraciné dans une certaine société, en dégager des problèmes, mais simultanément se détacher d'elle pour la comprendre, pour la voir aussi surprenante que toutes les autres, peut-être est-ce là essentiellement l'attitude sociologique. La sociologie procède d'un double mouvement. Je suis dans une société, ok, mais j'essaye de m'en détacher. C'est ça qui est intéressant. Être enraciné dans une société, ok, mais en même temps, simultanément, comme il dit, j'essaye de m'en dégager. Très belle expression de Raymond Aron, la réciprocité de la surprise. Tu es incroyable, mais je ne le suis pas moins. Tu es incroyable, mais je ne le suis pas moins. C'est là ce qu'il essaye de dire, c'est-à-dire, ok, j'essaye de me détacher de ma société pour voir l'autre comme il est, mais pour autant, faut pas minimiser. Faut pas non plus, il y a 2 écueils. Il y a 2 écueils qu'il faut éviter. À la fois, je minimise l'autre société parce que je suis complètement dans mes préjugés, mais l'autre écueil, c'est aussi, je minimise ma société parce que j'ai envie de me détacher complètement de ma société et je vais idéaliser l'autre. Rappelez-vous la citation de Pierre Clastres, le mythe de la société exotique archaïque. C'est un mythe. Il faut faire attention. Les 2 écueils. Minimiser l'autre parce qu'on est complètement dans nos préjugés, ou bien nous minimiser nous parce qu'on a complètement envie de se détacher de nous-mêmes. Non. En fait, la véritable démarche, peut-être la plus sincère, c'est reconnaître notre partialité. Mais ne pas en faire tout un plat. Ne pas en faire une généralité. Ok, je suis partiel. En quoi je suis partiel? Peut-être est-ce là la démarche principale d'un sociologue ou d'un anthropologue. En quoi je suis partiel? Ou comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, très belle citation. Mon frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Voilà, il dit exactement la même chose. Il est vrai que le sociologue, selon Raymond Aron, est mu par cette volonté de comprendre, de comparer. Le sociologue constate cette diversité sociale, mais il voudrait la comprendre, et en saisir la logique implicite. Voilà, tout est là l'enjeu. C'est, quelle est cette logique implicite? Qu'est-ce qui est implicite
On est face à une société. On est face à deux sociétés, on est face à trois sociétés qui sont un peu différentes, ou voire complètement différentes. Pourtant, ce sont toutes des sociétés. Comment ça se fait qu'on peut toutes les appeler sociétés, pour autant elles sont différentes? Donc il y a bien une logique de la société en général. Ou pas. Mais en tout cas, le sociologue, peut-être, selon Raymond Aron, en tout cas, il part de ce présupposé, il y a peut-être une logique de la société. En tout cas, comme il dit dans son premier chapitre, et dans son deuxième aussi, c'est en tout cas la démarche de Max Weber, de Émile Durkheim, de chercher le principe de la société. Et c'est ça, finalement, l'inspiration sociologique. Faire le pont entre la constance des thèmes et la diversité des relations concrètes. La constance des thèmes et la diversité des réalisations concrètes. Bon lapsus. Réalisation, relation. Et voyez, très belle expression. C'est pour ça que je trouve Raymond Aron, il est vraiment très clair. Constance des thèmes, ça veut dire, dans toutes les sociétés, on a les mêmes éléments, les mêmes briques. Dans toutes les sociétés, vu qu'on est tous humains, il faut bien se nourrir, il faut bien dormir, il faut bien vivre en famille, il faut cohabiter, il faut chasser, il faut trouver de la nourriture, il faut se reproduire, il y a des relations aux morts. Dans toutes les sociétés. Ça, c'est des briques de base. Constance des thèmes. Mais, dans chaque société, se trouve une façon qui lui est propre de parler, de réaliser, d'organiser de ces différentes facettes de l'humanité. Comment chacune des sociétés organise les différentes facettes de l'humanité. C'est ce qui dit constance des thèmes, diversité des réalisations concrètes. Finalement, le sociologue ou le philosophe, il se trouve face à ce paradoxe, face à ce mystère presque. Mystère, étymologiquement, ce qui est indicible. Donc il est vraiment face à ce qui est implicite, ce qui est invisible. Comment ça se fait? Il est vrai que nous sommes tous humains, il y a des constantes de l'humanité, mais en même temps, c'est organisé de manière différente. Ce qui est beau quelque part. Et donc, je vais finir sur cette idée incroyable. Je pense que je dis beaucoup incroyable. Entre cette vidéo et les autres vidéos, mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi et que vous trouvez vous aussi l'idée qui va arriver incroyable. Et toutes les vidéos, tous les thèmes qu'on explore, s'ils sont incroyables, vous pouvez mettre un pouce bleu. La volonté de comprendre n'implique pas le refus de juger. Là encore, formule simple, sobre, efficace. La volonté de comprendre n'implique pas le refus de juger. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre la science ou l'analyse et la décision politique. La science ou l'analyse, ok. Telle société fonctionne de cette manière, telle autre société fonctionne d'une autre manière, mais est-ce que pour autant on va juger? Est-ce que pour autant on va dire celle-ci elle est mieux, celle-ci elle est moins bien, patati patata? En fait, on peut être tenté de juger. Mais le jugement sera politique. Et non plus sociologique ou scientifique. C'est là la différence. La science, la philosophie, ou en tout cas la sociologie selon Raymond Aron, elle décrit. Elle cherche à comprendre. Mais c'est le politique ensuite qui va juger. La sociologie, la science décrit, elle ne prescrit pas. C'est ça la différence. Si on juge, alors on est dans la politique. C'est-à-dire la politique où on prend des décisions. Ok, politiquement, je vais juger telle décision pour ma société parce que compte tenu de telle valeur, bref, c'est toute la sphère politique. Pourquoi juger? Pourquoi prendre telle décision? Selon l'accord des citoyens ou pas, selon l'accord des institutions, selon les valeurs, voilà. C'est le travail du politique. Mais un sociologue, il doit trouver la mesure entre se garder de tout jugement trop discriminant. Cette société, elle est moins bien. Elle est primitive. Et déjà, primitive, c'est déjà un jugement. Et en même temps, donc trouver la mesure entre le jugement, et en même temps, selon Raymond Aron, il peut quand même s'autoriser à dire que telle ou telle pratique peut être cruelle. Il y a une mesure à trouver. C'est-à-dire, Raymond Aron prend ces exemples des Aztèques qui avaient des sacrifices humains. Donc le sociologue peut être autorisé, selon Raymond Aron, à dire
Là, quand même, c'est cruel. Quand même, c'est pas cool. Ou l'esclavage, le commerce triangulaire, ou la torture, ou les camps de concentration. Autant de pratiques au travers de l'histoire où on est autorisé à émettre peut-être un jugement de « Ok, c'est pas cool, quoi. C'est cruel. » De la manière qu'on peut aussi juger dans nos sociétés, par exemple le chômage, le marché du travail, il peut être cruel parfois. Cruel, c'est vraiment un mot que Raymond Aron emploie. Mais ce qui est intéressant, question qu'on pourrait se poser, c'est selon quels critères? Selon quels critères on peut juger? Parce que dès qu'on juge, il y a un critère. C'est ça que j'ai retenu de Raymond Aron, de Louis Dumont, c'est dès qu'on juge, il y a un critère. Donc, peut-être qu'on peut pas se garder de juger, mais dès lors qu'on juge, ok, soyons honnêtes. Essayons d'être le plus transparent possible, entre guillemets. Allons à la recherche de nos critères, implicites, invisibles. Donc, quels critères pour juger de la cruauté? Eh bien, je l'ai mentionné la dernière fois, c'est l'horizon de l'universalité. L'horizon de l'universalité. Si une culture discrimine absolument une autre culture, au sens même où elle pourrait être tentée de la détruire, alors, voyons ce qu'elle est. Voyons ce point d'achoppement. Ce point à partir duquel une société devient close, enfermée sur elle-même. Et en fait, je comprends grâce à Louis Dumont et Raymond Aron que l'anthropologie, en fait, elle est clairement humaniste. Ok. C'est chercher le point de contact entre les sociétés et les cultures différentes. Comme j'avais dit la dernière fois, si tu cherches le pont, tu vas trouver le pont. Si tu cherches la séparation, tu vas trouver la séparation. Donc, comme présupposé de la démarche sociologique, anthropologique, c'est cherche le pont. Commence par chercher le pont. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo avec Louis Dumont et la lecture de Homo hierarchicus. Comment il est passé de la caste à la hiérarchie. Chercher le pont et non pas chercher la séparation. Très important. Cet horizon humaniste, c'est adopter le présupposé, la prémisse que certes les cultures sont distinctes, différentes, peut-être même hétérogènes les unes les autres, mais elles ont des points de contact. Elles ont des ponts. Elles peuvent s'enrichir mutuellement. Elles peuvent, littéralement, s'apprendre différentes manières d'être au monde, différentes façons d'être humain. C'est un présupposé, c'est un parti pris, clairement, mais c'est là l'héritage de Louis Dumont. Alors, 3 points à retenir aujourd'hui. Attention à la dimension comparative. Très belle expression de Raymond Aron, réciprocité de la surprise. Et, enfin, le parti pris de l'universalité. Portez-vous bien. Et on se retrouve la prochaine fois pour la lecture de Homo hierarchicus de Louis Dumont concernant son analyse de la société indienne et notamment du système des castes et comment il va passer des castes à cet outil incroyable que va être la hiérarchie. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez commenter. Jusqu'à maintenant, je disais, vous pouvez éventuellement mettre des questions dans les commentaires, mais vu que j'ai pas de retour en fait, vous pouvez mettre des petits commentaires ou par mail pour me dire ok, j'ai compris ça, j'ai pas compris ça, en soutien. Parce que là j'ai pas de retour. Donc je sais pas ce qui se passe. Donc tenez-moi au courant, et puis à bientôt.